L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue à ce journal dont voici les titres. En Sierra Leone, la fête de Noël n'aura pas lieu pour cause d'Ebola, décision gouvernementale, alors que les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël ce jeudi. La déclaration de patrimoine sera bientôt une réalité au Sénégal à l'occasion de la deuxième édition de la journée dédiée aux institutions. Le président Macky Sall a rappelé sa volonté de voir les membres du gouvernement marquer le premier pas. Et aux États-Unis, Antonio Martin, un jeune noir tué par un policier, une situation qui vient alourdir ce climat de méfiance entre population et policiers. Mesdames, Messieurs, bonsoir et une fois encore, bienvenue. Nous ouvrons cette édition pour parler sur la fête de Noël, mais en Sierra Leone, elle n'aura pas lieu. Décision gouvernementale. L'épidémie d'Ebola qui sévit dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et qui a fait déjà plus de 6000 morts, eh bien, le gouvernement recommande en Sierra Leone le recueillement. Si Noël est bel et bien dans la rue, il faudra cette année le célébrer chez soi. La faute à Ebola, avec près de 8800 cas identifiés, la Sierra Leone est devenue en quelques semaines le pays où la propagation du virus est la plus intense. Depuis le début du mois, les autorités ne cessent de renforcer les mesures destinées à endiguer le phénomène. Et en ces périodes de fête, il s'agit d'éviter au maximum les mouvements et rassemblements de population. C'est pourquoi le président a pensé que l'on pouvait célébrer Noël uniquement en se rendant à l'église, mais qu'ensuite nous demandons à tout le monde de rentrer à la maison afin de méditer les conséquences d'Ebola sur notre pays, nos familles et nos communautés. Les autorités religieuses approuvent, d'autant que les mesures ne ciblent pas une communauté en particulier. Si les chrétiens ne représentent qu'un quart de la population, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de manifestations populaires sans distinction de religion. En octobre dernier, les musulmans, majoritaires dans le pays, avaient dû d'ailleurs célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir dans ce même climat de restrictions. En attendant, l'armée a été déployée dans les rues de la capitale à titre dissuasif pour faire respecter les consignes. Quant aux bars et autres établissements nocturnes de Freetown, ils resteront fermés en vertu de l'état d'urgence décrété en juillet dernier. La période des fêtes de Noël, c'est aussi la grande affluence pour les pèlerinages et Bethléem n'échappe pas à la règle, sauf que la sécurité a été renforcée compte tenu de la tension permanente à Jérusalem ces dernières semaines et aussi de la guerre à Gaza. Les fanfares défilent à Bethléem, au pied de la basilique de la Nativité. Tous attendent l'arrivée du patriarche latin de Jérusalem, la plus haute autorité catholique romaine en Terre Sainte. Et c'est sous haute surveillance que Monseigneur Foatoile fait enfin son entrée. Difficile même pour le chef religieux de se frayer un chemin dans la foule, où des heurts semblent éclater. Un peu plus tôt, la police évoquait les mesures de sécurité mises en place pour l'occasion. Nous avons déployé près de 500 policiers autour de Bethléem pour accueillir les visiteurs et le patriarche Foatoile. Cette année, les violences au Moyen-Orient ont assombri les festivités, et notamment la récente guerre à Gaza et les attentats menés à Jérusalem ces derniers mois. Pourtant, certains touristes n'hésitent pas à visiter Bethléem, en quête de spiritualité. Nous sommes venus ici pour fêter Noël. Chez nous au Canada, c'est une fête commerciale avec beaucoup de Père Noël. Et on voulait venir profiter de l'esprit du lieu où le Christ est né. Ce soir, la grande messe de Noël sera célébrée par le patriarche en l'église Sainte-Catherine.
En Tunisie, Monsef Marzouki a perdu la présidentielle, mais il compte rester sur le terrain politique. Il entend poursuivre le combat, celui de lutter contre la dictature. On l'écoute. Nous sommes de nouveau à un carrefour. La nécessité de former ce mouvement, le mouvement du peuple de citoyens, vise d'abord à empêcher le retour de la dictature. Parce qu'il y a malheureusement parmi ces gens des extrémistes qui veulent ramener la Tunisie au passé et cela peut constituer un danger pour la stabilité du pays. Direction le Sénégal, à présent, la déclaration de patrimoine sera bientôt une réalité dans le pays. Le projet de loi en l'espèce a été voté depuis mars 2014 et le chef de l'État Macky Sall, en présidant la deuxième édition de la journée dédiée aux institutions, a rappelé sa volonté de voir les membres du gouvernement déposer leur déclaration de patrimoine avant fin décembre 2014 à l'Office national de lutte contre la corruption. Commentaire Mamadou Diaye. On le connaissait, un pays où la démocratie était en marche. Aujourd'hui, le Sénégal veut expérimenter une nouvelle donne essentielle à cette démocratie, la bonne gouvernance par les faits. Il s'agit d'instaurer la transparence, l'éthique et le respect des normes dans la gestion des affaires publiques. Dans cette bataille, la déclaration de patrimoine est fondamentale pour le président de la République du Sénégal. Ce dernier qui en appelle à tous les membres de son gouvernement à faire leur déclaration de patrimoine avant la fin de l'année 2014, sans quoi des sanctions ne manqueront pas de tomber. Par cette action, le président de la République Macky Sall entend veiller sur la sacralité de la chose publique, mais surtout honorer un engagement pris devant le peuple sénégalais. Rappelons que la déclaration de patrimoine fait l'objet d'une loi entrée en vigueur depuis mars 2014. Son objectif n'est pas uniquement de sanctionner, mais également protéger la crédibilité de certains acteurs de la vie publique. Au Mali, les responsables de la société TNT-SAT Africa ont procédé ce mardi à la remise des attestations aux agents formés au métier d'installation de la télévision numérique terrestre. Au total, 325 attestations ont été réceptionnées par les récipiendaires. On fait le point avec Aminata Mariko, Malik Mbaye. À travers un partenariat public-privé, le Mali prépare activement son passage au tout numérique. Après quelques semaines de formation, 325 jeunes employeurs au métier d'installation de la télévision numérique terrestre de Bamako et de Kati viennent de recevoir leur attestation. Avec le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Économie numérique, le ministre de l'Investissement, le ministre de la Justice, tous nous avons lancé avec notre partenaire de SES ce programme de formation SES et Elevate. C'est quoi Elevate? Elevate est un programme que nous avons développé avec notre partenaire pour former 3000 agents partout sur tout le territoire de la République du Mali à l'installation de la télévision numérique. Nous avons commencé par Bamako, Koulikoro et Kati et la formation va continuer jusque dans les cercles les plus reculés du Mali. Parce que nous pensons et nous savons réellement qu'il faut aujourd'hui des personnes qualifiées, bien formées, pour informer, aider nos populations. Et comme notre créneau est dans ce développement du partenariat public-privé pour l'avènement de la télévision numérique au Mali, pour que tout le monde soit au même niveau d'information et de compétences. Aux agents formés, le ministre malien de l'Emploi et de la formation professionnelle a adressé ses encouragements et exprime le soutien continu de son département, mais souligne que le plus dur reste à venir. Cette formation est d'autant plus importante que j'espère l'essentiel d'entre vous, l'essentiel donc est équipé pour s'installer déjà à leur compte ou travailler en équipe. Ce qui est pour nous important parce que ça c'est l'aspect emploi. Donc nous allons vous accompagner à travers nos structures. Nous allons accompagner le groupe TNT-SAT Africa pour finaliser cette série de formations. Et donc, vous souhaitez une très bonne chance dans le travail qui va commencer maintenant, parce que c'est le plus dur qui va commencer. Le PDG de TNT-SAT Africa s'est dit satisfait de l'exécution de ce programme élevé de SES. Mais je suis satisfait d'abord par l'implication des autorités à notre côté, dans le cadre de ce partenariat public-privé que nous maintenons avec
les ministères concernés de l'emploi et puis de l'économie numérique. Et puis deuxièmement, de tous ces jeunes qui sont venus pour se faire former. Ça veut dire qu'il y a une demande certaine, il y a un besoin et que les gens ne demandent qu'à être formés. Le cours est encore long, après il y a les premiers formés qui vont recevoir leur kit, on va lancer le programme. Et ce qui devient aussi intéressant, c'est que tous les jeunes qui veulent sont dans l'opportunité que leur donne la transition numérique des auto-entrepreneurs, puisqu'il y a à peu près plus d'1 million de récepteurs à changer. Donc il y a de quoi travailler, quoi. Une action qui s'inscrit en droite ligne avec les programmes emploi des structures maliennes en charge. Et c'est très important pour nous parce que ça procède de l'employabilité des jeunes. Chose que nous, à la pêche, nous agissons par rapport à ça et ça constitue la première composante du PEJ que nous sommes en train de mettre en œuvre. Une aubaine pour les agents formés. C'est une action qui s'inscrit en droite ligne dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi. Donc aujourd'hui, moi, je me réjouis parce que ça m'a permis d'exploiter ma base de données. Ces agents recevront également des kits qui leur permettront de s'installer à leur compte. Le programme élevé de TNT Sat Africa se poursuivra dans les cercles les plus reculés du Mali dans les jours à venir. À Ouagadougou, l'Institut supérieur d'études de protection civile a initié une table ronde avec les bailleurs de fonds. Objectif, faire un plaidoyer auprès de ces bailleurs afin de mobiliser des fonds pour relever les défis futurs. Des explications avec nos correspondants à Ouagadougou, Alpha Oumar Doussa, Lamine Kombari. Après 3 ans d'existence, l'Institut supérieur d'études et de protection civile entend envisager l'avenir avec sérénité. Elle a initié une rencontre avec les bailleurs de fonds pour présenter ses projets, ainsi pour susciter leur adhésion. Au regard des événements qui ont eu lieu tout au long de l'année 2014 et à la croissance, je pense par exemple aux accidents de la route qui sont en croissance, je pense aussi aux incendies qui ont pu avoir lieu près du palais du Norobanaba. Il y a des risques très importants qu'il faut absolument essayer d'anticiper par une formation des hommes et cette formation elle est faite au sein de l'Institut des études de protection civile. Je voudrais aussi rappeler le caractère régional de cet institut. Donc pour nous, c'est d'essayer, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, d'amener ces derniers à être dans une noble cause qui est de former pour sauver. L'Institut supérieur d'études de protection civile, basé à Ouagadougou, est une structure à vocation internationale qui assure une formation peu coûteuse et est ouverte à tous les États africains qui manifestent le besoin de formation de ces agents. Ce sont des ambitions énormes et un seul État ne peut pas donc faire face à tous ces besoins-là. Et l'objectif de cette table ronde des bailleurs de fonds, c'est de susciter des adhésions au projet afin de permettre la mise en place de l'ensemble, d'une part, des infrastructures, mais aussi de pouvoir supporter les frais induits par l'organisation de stages internationaux. La rencontre avec les bailleurs a aussi permis de faire l'état de lieu du fonctionnement de l'Institut et de dégager des pistes pour une meilleure prise en compte de ses préoccupations. La suite de l'actualité à présent en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Aminata Mariko. Au Burkina Faso, ce qu'on pourrait appeler le bras de fer entre les agents du ministère des Infrastructures et du Transport et leur ministre continue. Ce mardi, les travailleurs ont encore manifesté pour exiger son départ. Pour les agents du ministère burkinabé des Infrastructures, les faits reprochés à leur ministre sont graves et celui-ci avait promis d'apporter un démenti officiel, ce qui n'est jusque-là pas le cas. En visite mardi dans un township de Durban, dans sa province natale de KwaZulu-Natal, le président sud-africain Jacob Zuma, 72 ans, a laissé entendre qu'il pourrait épouser une 5e femme pour l'accompagner pendant ses vieux jours, a rapporté le quotidien Vestar mercredi. Jacob Zuma, qui a 4 épouses et une vingtaine d'enfants, s'est marié 6 fois. En Centrafrique, une attaque dans les villages de Bombo et Tanga a fait 8 morts, 2 femmes et 6 hommes. L'information a été confirmée par le maire de Gamboula, une ville située à une 60aine de kilomètres de ces localités. Selon l'élu, les assaillants viendraient du Cameroun qui attendent l'arrivée des militaires pour sécuriser la zone.
Au Congo, la famille de Lumumba a annoncé mardi le décès de Pauline Lumumba, la veuve du héros de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba. Elle s'est éteinte dans son sommeil à l'âge de 77 ans, quelques jours après son retour de Paris où elle recevait des soins. Enfin, au Niger, une nouvelle étape dans l'affaire dite des bébés trafiqués. 11 des prévenus ont été libérés provisoirement en attendant le procès qui devrait s'ouvrir en janvier 2015. Parmi eux, la femme de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou. Adiza Amadou, sa seconde épouse, était emprisonnée depuis le mois de juin et soupçonnée d'avoir fait passer pour siens des enfants qui ne l'étaient pas. Nous allons aux États-Unis pour poursuivre cette édition alors que les autorités tentaient de ramener la confiance entre les populations et la police. Eh bien, c'est un nouvel incident qui vient alourdir ce climat de méfiance. Un jeune noir de 18 ans a été donc tué ce mardi par un policier. Le corps d'Antonio Martin gît au sol depuis plusieurs minutes et tout près ce pistolet. Une scène de crime en plein milieu de cette station-service des États-Unis. Tout aurait commencé par un banal contrôle de police. Un agent aurait tenté de se rapprocher d'Antonio Martin pour lui demander ce qu'il faisait là. Soudain, le policier sort son arme et tire sur le jeune homme. Un acte de légitime défense selon le communiqué de la police locale diffusé sur les réseaux sociaux. L'homme a sorti une arme et l'a pointée sur le policier. Craignant pour sa vie, le policier de Berkeley a fait feu plusieurs fois. La scène de crime est rapidement balisée. Malgré tout, au fil des heures, les habitants affluent pour crier au scandale, à la bavure policière. Parmi eux, la mère de la victime en larmes. La police ne me dit rien. On ne me laisse pas voir mon enfant. Il est là, par terre, depuis 2 heures. Vous savez s'il avait une arme sur lui ou quelque chose du genre? Non, non, il n'avait pas d'arme. Il était venu ici pour voir sa petite amie. Très vite sur place, la manifestation tourne à l'affrontement avec les policiers. Certains tentent de calmer les esprits. En vain. Ces dernières semaines, le climat est très tendu aux États-Unis après la mort de plusieurs jeunes hommes noirs tués par les forces de l'ordre et l'assassinat de 2 policiers à New York. États-Unis toujours, la santé de l'ancien président des États-Unis, George W. Bush, n'est pas au beau fixe. Il est hospitalisé depuis ce mardi dans un hôpital de Houston à la suite d'une insuffisance respiratoire, selon un porte-parole. Retour sur le continent africain, ouverture donc à Niamey de la 2e édition des Jeux universitaires et des grandes écoles. Placée sous le thème du rôle de l'élite dans la conservation des valeurs socio-économiques, cette édition s'annonce grandiose au vu de l'engouement et de la participation des universités. Il s'agit aussi du plus grand rendez-vous sportif et culturel universitaire du pays. On fait le point avec Sarki Aboubakar, Razak Abaché. Toutes les universités et les grandes écoles du Niger y prennent part. Cette 2e édition des Jeux universitaires fait partie des grands événements sportifs et culturels du pays. Une initiative qui place la jeunesse et la future élite au centre de la promotion des valeurs socio-économiques. Notre ambition, grâce à la lancée définitive et pérenne de nos activités sportives, culturelles universitaires et interuniversitaires, est que nous offrons, dans le moyen terme, à nos jeunes universitaires sportifs, athlètes en développement, le cadre et les outils pour brandir haut les couleurs de notre pays dans les différentes compétitions sportives sous-régionales et internationales. Du sport collectif et de combat, mais également du chant, du théâtre et de la danse, voilà ensemble les disciplines dans lesquelles les universités auront à s'affronter dans un esprit de fair play. Soyez fair play. N'oubliez jamais l'esprit de camaraderie, de solidarité et de fraternité qui doit vous animer tout le long de la compétition. Le coup d'envoi de cette 2e édition a été ainsi donné. Les compétitions sont prévues pour durer 6 jours.
On reste avec le sport pour refermer cette édition. Le monde du basketball a appris mardi avec tristesse le décès de Madame Salamatou Maïga, ancienne membre de la FIBA Afrique. Nos reporters Aminata Mariko et Cheikh Tidjane Koulibaly ont recueilli les réactions de quelques personnalités de la discipline. Écoutons-les. Tout ce que je retiens de cette dame, c'est qu'elle était courageuse, brave. Elle n'avait pas peur de ses mots. Vous comprenez? C'était une brave femme. À mon avis, Salamata a été présente à toutes les grandes finales que le Mali a remportées. Voilà, ça c'est des images que je ne pourrai jamais oublier de Salamata. J'ai passé 16 ans avec elle dans le monde du basketball. Je retiens d'elle fidélité, loyauté dans tout ce qu'elle fait. Dans le cadre de la promotion de la femme, je pense que Salamata est un bel exemple que la génération à venir peut s'inspirer pour faire avancer encore la lutte des femmes dans le concert mondial. C'est une très grande perte pour le basketball malien, pour le basketball africain et pour le basketball mondial. Vous aurez plus de détails tout à l'heure après ce journal dans l'émission Rebond. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africab Télévision et joyeux Noël. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africab.